Eh bien, au lieu de discuter de l'architecture de sécurité européenne, qui, vous savez, est la voie que nous sommes censés suivre, ou plutôt de relancer cette idée née en 1975 et poursuivie ensuite avant d'être abandonnée au milieu des années 1990, nous sommes très loin de la relancer. Pourtant, on continue de parler de possibles accords de paix, ou du moins, la dernière proposition en date venait de la Turquie. Ils ont proposé un cessez-le-feu, pas un accord de paix, mais un cessez-le-feu. Et à peu près au même moment, il a été annoncé qu'il fournirait à l'Ukraine 70 missiles Attack-MS. C'est donc très intéressant de constater que les propositions de paix ou de cessez-le-feu semblent n'arriver que lorsque l'Ukraine et l'OTAN sont en difficulté. Et même lorsqu'il y a des propositions de paix, les Européens, vous savez, suggèrent « Eh bien, faisons un cessez-le-feu et nous pourrons envoyer nos troupes en Ukraine. » Ou alors, vous savez, on voit maintenant quelque chose de similaire avec la Turquie. Je vois que la Russie n'a pas répondu favorablement à cela. Mais voyez-vous une voie possible avec la Turquie? Ou bien, qui serait le médiateur le plus probable si des pourparlers reprenaient? Parce qu'il semble que la Russie ait maintenant intensifié les choses davantage que beaucoup ne s'y attendaient, du moins à Washington. Et il paraît prévisible que si la situation tourne très mal, des voix s'élèveront de nouveau pour appeler à quelque chose qui ressemble à la paix, au moins, ou qui donne l'impression d'être la paix. Vous savez, le dernier navire turc, je cherche juste son nom. Je ne sais pas très bien pourquoi ils utilisent son nom russe. Le dernier navire turc, touché par l'Ukraine, est maintenant en train de quitter le port après avoir été réparé pour repartir. C'était un transporteur de céréales. Donc Erdogan, parce que vous savez qu'on l'aime ou non, il est totalement dans la poche de Trump. Et il s'est montré comme une véritable catin à de nombreuses reprises. Par exemple, quand il se plaint qu'Israël commet un génocide contre les Palestiniens, puis qu'il envoie 57 pétroliers de pétrole à Israël, et son peuple est très en colère contre lui en ce moment. Donc il ne sera peut-être plus là très longtemps. Parce que même si l'Ukraine tire librement sur des navires turcs, lui va fournir l'Ukraine. Qu'est-ce que vous attendez des Turcs? Enfin, bon sang, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette direction, Frau? Ils ont été ce qu'ils ont toujours été, des voyous perfides, traîtres et meurtriers. Les mêmes voyous qui ont commis un génocide contre les chrétiens, les alaouites et les chiites en Syrie, du moins dans le nord de la Syrie. Bien sûr, vous savez, quand on gagne une guerre, on ne demande pas un cessez-le-feu. Enfin, on avance. Concluons un cessez-le-feu. Aucun général n'a jamais dit ça à ce stade. Donc évidemment, ils veulent un cessez-le-feu parce qu'ils perdent. Ils veulent un cessez-le-feu aérien parce qu'ils perdent. Ils veulent un cessez-le-feu parce qu'ils perdent. Ils veulent un cessez-le-feu le long de la ligne de contact parce qu'ils perdent. Ils veulent tout faire pour reconstruire l'armée ukrainienne, y injecter davantage de mercenaires colombiens et brésiliens, et peut-être rafler des hommes ukrainiens dans les villes européennes. Et peut-être aussi laver le cerveau à quelques crétins supplémentaires en Europe pour qu'ils aillent se porter volontaires et mourir pour Zelensky. Il y a déjà beaucoup d'Européens morts un peu partout. Je veux dire, ils n'ont plus de place pour les enterrer. Mais ils continuent de vouloir venir, beaucoup moins ces derniers temps. Mais les Colombiens, eux, semblent tout à fait disposés à venir en masse. D'ailleurs, je le dis depuis le premier jour, et je l'ai dit à la télévision russe. Le gouvernement russe devrait récupérer les corps de tous ces mercenaires, les mettre dans des cercueils avec toute la dignité qui s'impose, et déposer ces cercueils juste devant chacune des ambassades. Venez chercher vos citoyens, ou laissez-les pourrir là-bas, à vous de choisir, et mettez leur drapeau au-dessus. Voilà. Voyons combien il y en a.
Vous savez, les Polonais ont perdu plus de 10 000 personnes. Bien sûr, les lignes sont parfois relativement stables, donc ils ont évacué la plupart d'entre eux vers des cimetières polonais. Mais il en reste encore beaucoup qui ont été récupérés par les troupes russes alors qu'elles avançaient ici et là. Il y en a beaucoup d'autres. Plusieurs centaines de Français ont été tués, beaucoup de parachutistes, beaucoup de membres de la Légion étrangère. Donc sans hésiter, moi, c'est ce que j'aurais fait. Je les aurais tous alignés devant chaque ambassade. Voici vos citoyens. Reprenez-les. La Russie a fait quelque chose de ce genre aux Britanniques pendant la deuxième guerre de Tchétchénie. Quand les Britanniques, je ne sais plus si c'était lors d'un sommet, la Russie est arrivée avec un sac de passeports et les a déversés. Reprenez vos citoyens. Si vous voulez savoir où vos citoyens sont enterrés, vous pouvez aller les récupérer. Voici les passeports de tous vos citoyens que nous avons tués. Et c'était assez embarrassant pour les Britanniques. Donc oui, la même chose, ils vont continuer à envoyer des mercenaires. Les Ukrainiens, du moins plusieurs membres de la Rada, aiment beaucoup parler. Et ils ont déjà déclaré que leur objectif était que 40 à 60% des brigades d'assaut soient composées d'étrangers. Le problème avec les mercenaires, c'est qu'ils ne viennent pas mourir pour vous. Ils viennent pour gagner de l'argent. Et un mercenaire mort ne dépense pas son argent. Et sa famille n'en touchera probablement rien non plus. Ils viennent pour prendre du plaisir à tuer des civils. Enfin, des prisonniers de guerre, bien sûr, ils adorent faire ça. Mais ils ne sont pas vraiment là pour risquer leur vie. En tout cas pas trop, dans certaines limites. Et quand vous voulez que 40 à 60% de vos brigades d'assaut, celles qui subissent l'immense majorité des pertes, soient composées d'étrangers, eh bien vous avez un problème. Et oui, ils vont continuer à les recruter. C'est la situation. Ils ont besoin de temps. Ils en ont plus. Leurs infrastructures de carburant sont détruites. Des vidéos commencent à circuler depuis Kiev, montrant des magasins d'alimentation. Ils sont vides. Parce que maintenant que l'Amérique a décidé de mener une guerre économique contre la Russie via l'Ukraine, la Russie a commencé à frapper toutes les cibles économiques ukrainiennes qu'elle n'avait pas touchées pendant 4 ans, y compris les entrepôts alimentaires et les réseaux de transport. C'est tout. Bienvenue dans la réalité. La Russie peut escalader beaucoup plus vite que l'Occident, jusqu'aux armes nucléaires y compris. Le fait qu'elle ne l'ait pas fait est malheureusement interprété par les élites occidentales, par les pédophiles d'Epstein, de Washington à Londres, de Bruxelles à Berlin, comme le signe que la Russie est faible et qu'elle ne peut pas le faire. Elle vient de leur montrer qu'elle le peut. Enfin, elle le leur montre depuis un moment. Elle a fermé la mer Noire à l'Occident. Elle a détruit l'infrastructure énergétique ukrainienne. Elle continue de démanteler. Elle a détruit leur réseau ferroviaire, les locomotives. Elle frappe leurs entrepôts alimentaires. L'hiver arrive. Comme le dit le proverbe russe, l'hiver n'est pas derrière les montagnes. C'est un peu comme dans la série HBO, Le Trône de Fer, adapté du Chant de la glace et du feu. L'hiver arrive. C'est le même concept. L'hiver n'est pas derrière les montagnes. Alors qu'arrive-t-il à l'Ukraine quand il n'y a plus de nourriture, plus d'énergie et que les températures tombent à moins 10, moins 15 degrés, si c'est un hiver normal, au moins dans la moitié nord de l'Ukraine? Vous avez de gros problèmes. Et l'Europe, soit dit en passant, ne sera pas en bien meilleure situation. L'Europe est autour de 30% de remplissage de ses réserves de gaz. Je sais que vous, les Norvégiens, vous n'avez pas ce problème. Vous n'allez pas geler. Les autres, si. Ils sont censés être proches de 90% en ce moment. Ils sont dans les 30, les 40, probablement même plus bas. Et pour les cultures alimentaires, la récolte de cette année va être inférieure de 40% en volume. Donc vous avez de gros problèmes partout. Alors envoyez encore plus d'argent à Zelensky.
Vous et moi avons souvent parlé de l'inquiétude en Russie face à l'idée que la dissuasion ne fonctionne plus, que l'OTAN estime souvent pouvoir escalader en toute impunité, et de la pression sur le Kremlin pour riposter en somme de manière plus puissante. Et j'imagine que dans une large mesure, c'est ce que nous voyons. Là encore, contre l'Ukraine, pas contre l'OTAN, du moins pas encore. Mais, comme je l'ai déjà dit, la Russie semble avoir escaladé davantage que beaucoup ne l'avaient prévu aux États-Unis. Je mentionnais les ports tout à l'heure. Cela revient en substance à faire de l'Ukraine un pays de fait enclavé. Pardon. Et puis, oui, le pont est, enfin, au moins un pont très important à Odessa, qui a lui aussi été frappé. On voit donc que la logistique est évidemment une cible essentielle. Mais on voit aussi les zones tampons autour de Kharkov et de Soumy s'étendre. On parle de la possibilité de mouvements russes autour de Tchernigov et du fait que ça pourrait ouvrir un nouveau front. Selon vous, que va-t-il se passer ensuite? Parce que la rhétorique russe et l'état d'esprit semblent se durcir, et cela s'accompagne aussi d'actions. Vous l'avez mentionné, il cible l'énergie, et il s'attaque aussi de plus en plus à la logistique. Les entrepôts, les voies ferrées, les anciennes stations-service, les ponts, tout ce qui peut permettre de paralyser le fonctionnement du pays. Alors selon vous, vers quoi les Russes se dirigent-ils maintenant? Je constate que la Russie entre dans un cycle électoral. Les élections législatives ont lieu en septembre. Pour l'instant, Russie unie dispose d'une supermajorité. Il est plus probable qu'après ces élections, il n'ait plus cette supermajorité. Les deux partis vont leur prendre une bonne part de leur... Non, ils resteront probablement majoritaires, mais ils n'auront plus de supermajorité. Ils auront donc le choix de former un gouvernement avec le LDPR. Je suis membre du Parti libéral-démocrate, qui, soit dit en passant, est mal nommé parce qu'il n'est pas libéral. C'est un parti très conservateur, à droite, ou avec les communistes, qui sont un parti de gauche, mais une gauche qui n'est pas comme la gauche en Europe, où c'est essentiellement que du libéralisme woke, mais une vraie gauche. Les deux partis, mais nous faisons pression pour une réponse beaucoup plus ferme à l'Occident. Donc, dès lors que Russie unie n'aura plus de supermajorité, elle devra former un gouvernement ou au moins tenir compte de ce que disent les deux autres plus grands partis sur les 5 partis représentés au Parlement pour faire adopter quoi que ce soit. Ça va changer beaucoup de choses. Et l'armée veut frapper plus durement l'Occident pour lui donner une leçon. Il y a beaucoup d'autres facteurs de ce genre. Alors gardez un œil sur les élections, ce sera l'élément majeur. Et vous voyez déjà que l'ambiance change. Personne n'envisage même les propositions frénétiques de l'Occident. Proposition après proposition après proposition. Ça devient frénétique quand ils sont sur le point de tomber. Écoutez, voilà comment ça va se passer, d'après ce que je peux voir, en tout cas d'après ce que je comprends. Les 3 cibles principales en ce moment, la cible numéro 1, bien sûr, ce sera la zone des 3 villes, Druzhkivka, Kramatorsk et Sloviansk. Elle est en cours d'encerclement par l'arrière. Il y a des mouvements en tenaille au nord et au sud, et une offensive frontale arrive de l'est. Elles ne tiendront pas longtemps. Il n'y a pas d'autres lignes sur lesquelles se replier. C'est tout. Ce que l'Ukraine a pu faire jusqu'ici, ces 4 dernières années, c'est que chaque fois qu'une ville ou une localité fortifiée à l'est était prise, elle se repliait de 4, 5, 6 kilomètres vers la suivante, puis vers la suivante. Mais il n'y en a plus de suivante. Il y a des champs, quelques petits villages ici et là qui ne sont pas fortifiés. Il n'y a rien. Et quand les pluies commenceront vers la mi-septembre ou la fin septembre, et que ces champs se transformeront en boue, le seul moyen d'entrer et de sortir sera par la route goudronnée. Et toute cette zone arrière, devinez quoi? Elle est déjà sous le contrôle de l'aviation, de l'artillerie à roquettes et des drones russes.
Il est déjà presque impossible de faire entrer ou sortir quoi que ce soit. Dans un mois et demi, plus personne ne sortira. Ce sera une morgue, soit vous vous rendez, soit vous mourrez. C'est tout. C'est la seule option que ces gars vont avoir. Et ça doit leur peser sur la tête en ce moment même, et ça va frapper durement le moral. Mais vous savez que très bientôt, il n'y aura plus aucun moyen de sortir. C'est déjà très risqué d'essayer de sortir. Et dans un mois et demi, c'est fini. Cette ligne de communication sera fermée. Et Zelensky et les siens vous auront sacrifié pour rester sur place et mourir. Pendant qu'ils se font de l'argent, tous ces soldats ukrainiens le savent, sauf peut-être les plus jusqu'au boutistes. Et en fait, Azov a montré qu'ils le savaient aussi, parce qu'ils ont refusé à plusieurs reprises de mener des attaques suicides pour tenter de briser des encerclements. Ils ont dit non, et ils sont simplement partis. Donc ces types le savent, et ils savent qu'en ce moment, ce sont des morts en sursis, quoi qu'il arrive. Que la Russie prenne ça avant les pluies ou après le début des pluies, ce sont des morts en sursis. C'est le premier point. Parce qu'après ça, toute cette région s'ouvre jusqu'à Poltava et Dnipropetrovsk, et en remontant vers Kharkov par le sud. Tout cela ouvre la voie. Et la Russie avance déjà depuis Krasny Liman vers Izium, et entre Kramatorsk et Slaviansk, il y a environ 10 kilomètres. Et vous êtes sur les hauteurs, vous dominez la zone. La deuxième cible, la principale cible en ce moment, c'est Sumy. Pourquoi Sumy? Parce que Sumy est un important centre logistique. Si vous voulez prendre Kharkov, vous devez isoler Kharkov. Kharkov est évidemment coupé du nord et de l'est, Sumy la coupe de l'ouest. Si vous regardez la carte de Sumy, vous verrez de nombreuses autoroutes qui passent par Sumy, Enigov, de Kiev et de Dnipropetrovsk. Il y a une ligne qui va vers Koursk. C'est celle qu'ils ont suivie lorsqu'ils ont envahi Koursk et conquis pas moins de 10% de l'oblast de Koursk, peut-être 12, au prix de 80 000 morts, dont beaucoup d'Américains et beaucoup d'Européens, comme mercenaires ou comme cibles. Et il y a une grande autoroute qui va vers Kharkov. Elle approvisionne Kharkov par l'ouest. Si Sumy tombe, c'est terminé. Ou si Sumy est investi. On peut déjà couper ces routes logistiques avec des drones, de l'artillerie, des groupes de diversion. Kharkov va être coupé de toutes les directions, sauf du sud. Si ce conglomérat de 3 villes tombe, Kharkov sera aussi coupé du sud, beaucoup plus vite. Donc je pense que Sumy est en deuxième position, en concurrence pour la même place avec Orekov. Orekov est presque encerclé. Orikiv est une étape vers Zaporizhia. Orikiv pourrait tomber avant cela. Mais l'objectif final, c'est la ville de Huliaipol. Donc je pense que ce sont les 3 principaux objectifs à l'heure actuelle. À ce stade, je pense que l'armée ukrainienne à l'est du Dniepr, s'il en reste encore quelque chose de vivant, va fuir pour sa survie afin de rejoindre la rive ouest du Dniepr. On verra, mais je pense que ce sera la priorité, au vu de la tournure que prennent les événements. Kharkiv viendra après, une fois ces autres objectifs atteints. Au moins après la prise de l'objectif des 3 villes du Donbass et de Sumy, on pourra commencer à développer Kharkiv de manière significative. Le nord-est de Kharkiv est en train d'être pris et nettoyé en ce moment. Donc, tout ce qui se trouve à l'est de la rivière Donetsk du Nord. Je ne comprends pas pourquoi les dirigeants européens boycottent encore la diplomatie. Même s'ils détestent la Russie au plus profond d'eux-mêmes, s'ils voient que leur guerre par procuration échoue et s'effondre. Je veux dire, si les 4 ans et demi passés étaient les bons moments, quand les Russes et les Ukrainiens se faisaient saigner mutuellement et que les lignes de front ne bougeaient pas, comme le suggérait le rapport de la RAND de 2019, le bénéfice, c'était d'accroître les tensions pour, vous savez, épuiser les ressources de la Russie. Cependant, une guerre totale pourrait poser problème, parce que si un vaste territoire stratégique commence alors à basculer vers la Russie,
ce ne serait pas dans notre intérêt. On semble être arrivé à un point, maintenant, et je ne comprends toujours pas. Encore une fois, même s'ils détestent la Russie au plus profond d'eux-mêmes, ils doivent voir ce qui est sur le point de se produire ici. Quelque chose est en train de s'intensifier. Ils n'ont plus le contrôle de ça. Quelque chose va céder. C'est juste étrange. Personne n'en parle. Même pas. Je lui ai parlé il y a 2 jours avec George Beebe. Il était l'ancien directeur de l'analyse sur la Russie à la CIA. Et il faisait valoir que si on trouve un accord sur l'architecture de sécurité européenne, comme vous l'avez dit, c'est ce que les Russes demandent depuis 140 ans, alors cela pourrait être une situation gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. Les Russes, les Européens et surtout les Ukrainiens, qui ne seraient plus un État de première ligne. Mais cela va prendre du temps. On ne peut pas vraiment discuter de l'architecture de sécurité européenne du jour au lendemain. Alors pourquoi attendre que tout soit en train de s'effondrer? Il n'est pas nécessaire de faire la moindre concession, mais même ne pas en parler, ne pas mettre en place le cadre. Je ne comprends pas. J'aimerais penser qu'il y a un plan malveillant derrière tout ça, mais je ne crois plus que quelqu'un soit aux commandes. Je pense que c'est juste, oui, absurde, honnêtement. Bref, avez-vous une dernière réflexion avant de conclure? Oui. Eh bien, d'abord, les guerres prennent leur propre dynamique. Il est bien plus facile de déclencher une guerre que d'y mettre fin. Le problème, c'est que plus des crimes sont commis contre des Russes au cours des 40 jours de terrorisme de l'Amérique contre la Russie. Appelons les choses par leur nom. Ces drones ukrainiens ne trouvaient pas leur cible en temps réel par eux-mêmes. Et, à la base, ces drones ne sont même pas ukrainiens. Des drones lancés par l'Ukraine, ce serait une meilleure façon de le dire. Les guerres prennent leur propre dynamique, une dynamique politique. L'autre problème, c'est bien d'abord, à qui faites-vous confiance? Je vais commencer par 2 points. Nous avons dit les bons moments pour les Européens. Eh bien, les bons moments pour les Européens, c'était quand 1,5 million d'hommes ukrainiens sont morts ces dernières années. Les pertes ukrainiennes se situent aujourd'hui entre 2 millions et 2,5 millions. Il y a eu plusieurs piratages de leurs bases de données, les noms, les adresses, tout. Soit portés disparus, ce qui est un euphémisme, soit déserteurs, ce qui est un euphémisme pour dire morts, parce qu'on ne veut pas les indemniser en tant que déserteurs, soit tout simplement morts et officiellement déclarés morts. Je veux dire, regardez simplement les vues aériennes du principal cimetière à l'extérieur de Kharkov. Il s'étend sur des centaines d'acres. Il est gigantesque. Il y a environ 40 ou 50 000 tombes dans ce seul cimetière. C'est un nouveau cimetière. Il n'existait pas avant ça. Et il y a plusieurs autres cimetières tout autour. Je veux dire, là, on parle de 2 à 2,5 millions de morts. Au pire de la guerre des drones, le taux de perte était peut-être de 3 à 4 Ukrainiens pour chaque Russe. Mais ça remonte vers ce que c'était avant. Pendant la majeure partie de ce conflit, surtout après 22, on était autour de 7 à 10 Ukrainiens tués pour chaque Russe tué. Je veux dire, hier a été une journée facile pour l'Ukraine. Ils n'ont perdu qu'environ 1200 personnes. À ce stade, ils ont en moyenne environ 2000 morts par jour. Je veux dire, faites le calcul. Et ce n'est même pas lors des journées de forte intensité. Donc à ce stade, l'Ukraine ne passait pas un bon moment. Ses dirigeants, eux, passaient un bon moment. Les Européens passaient un bon moment. Il y avait beaucoup de conférences, beaucoup de verres, beaucoup de pots de vin. Et qui se soucie des paysans s'ils sont morts? On n'a qu'à en faire naître d'autres. Le malheureux, c'est que c'est la mentalité européenne, la mentalité de la classe Epstein. C'est comme ça qu'ils regardent leur propre population, et c'est comme ça qu'ils regardent le peuple ukrainien, comme une sorte de biomatériaux de 3e classe à utiliser comme des êtres humains.
Voilà pour ça. Mais il y a un autre point concernant toute négociation avec l'Europe. Il y a deux problèmes quand on négocie avec l'Europe. Premièrement, avec qui allez-vous négocier? À qui faites-vous confiance? Les gens qui vous disent chaque jour qu'ils veulent assassiner votre pays, assassiner votre peuple, détruire votre économie, vous mettre en 50 petits morceaux. Les gens qui vous ont trahi dans toutes les autres négociations, pourquoi le feriez-vous? Vous savez, nous ne sommes pas les Indiens à qui l'on refile des perles de verre. Nous avons déjà assez de nos perles de verre, merci beaucoup. Il n'y a personne en Europe à qui vous puissiez faire confiance, à part Fico et peut-être Babiš. Et aucun de ces deux gars n'a vraiment de poids, que ça vous plaise ou non. Orban, lui, avait du poids. Orban est parti. Magyar est une catin de Bruxelles qui prend peu à peu de l'ampleur tout en détruisant la Hongrie. Qui ça, Vučić? Monsieur tout mignon, avec l'Ukraine. Oui, et Vučić, bien sûr, ne fait pas partie de l'Union européenne. À qui faites-vous confiance dans l'Union européenne? À qui faites-vous confiance à la Maison-Blanche? Pour qu'il y ait des négociations, soit elles se feront avec un fusil russe braqué sur la tempe de quelqu'un, et c'est comme ça qu'on négociera, soit elles se feront quand ces parasites qui dirigent l'Europe auront été écartés et remplacés par d'autres personnes à qui l'on peut faire confiance. Et jusqu'ici, ça n'est pas arrivé. Vous savez, avec cette roulette russe des premiers ministres britanniques, qu'est-ce qui a changé? C'est une poupée matrioshka. Ils deviennent de plus en plus petits et de plus en plus faibles, mais ils jouent tous toujours le même air. Merz est parti, et ce sera l'AfD. Il y aura quelqu'un d'autre qui ne vaudra pas mieux, juste une autre version de Merz, si Merz part réellement le 10. On attendra de voir. Ce ne sont que des rumeurs sur Internet. Mais voilà le problème. Même Le Pen. Aujourd'hui, Le Pen, c'est du Macron light. À plusieurs reprises, elle a dit qu'elle était tout à fait favorable à l'envoi d'armes à l'Ukraine. Peut-on lui faire confiance? Soit elle ment pour arriver au pouvoir, et dans ce cas, on ne peut pas vraiment lui faire confiance, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction elle ira ensuite. Soit elle est réellement favorable à l'envoi d'armes à l'Ukraine. Pas de soldats français, juste des armes. Peut-on lui faire confiance? Non, pas vraiment. À qui peut-on faire confiance en Occident? Il n'y a personne. Comment construire la moindre infrastructure qui doit reposer sur une forme de confiance avec des gens auxquels on ne peut pas tourner le dos? Et si vous leur serrez la main, vérifiez combien de doigts et de bagues il vous reste. Vous voyez, c'est à ça que vous avez affaire. Et au fond, c'est à ça que vous avez affaire à Washington. Je veux dire, regardez l'Iran. Vous avez tous ces gens liés à Trump qui sortent et disent, y compris des militaires, dites simplement tout ce que les Iraniens veulent entendre jusqu'aux élections, et après, on pourra vraiment commencer à les bombarder. Ils le disent ouvertement. Alors encore une fois, à qui faites-vous confiance? Tout l'Occident est rempli d'élites psychopathes à la Epstein. Et tant qu'il n'y aura pas une forme de révolution, parce que c'est probablement ce qu'il faudrait pour écarter ces gens-là, il n'y a personne à qui faire confiance. La confiance a disparu. Elle a disparu pour des générations, à moins que quelque chose ne change sérieusement dans ces pays européens. Où vous retrouveriez-vous? Par le passé, nous avions cette tradition d'une ceinture d'États neutres, allant du nord au sud, vous savez, qui était au moins un héritage de la guerre froide. Mais aujourd'hui, enfin, la Finlande, qui était la plus grande, enfin, je dirais sans doute l'une des plus grandes réussites de la neutralité, est devenue la plus grande ligne de front. Et même les Suisses ont en quelque sorte abandonné leur neutralité. Donc c'est très difficile de... Oui, en effet, la neutralité est désormais perçue comme une faiblesse, vous savez, comme quelque chose qui appartient aux responsables politiques naïfs d'une époque révolue. Et les responsables politiques qui arrivent aujourd'hui, eux savent mieux.
C'est un peu cette logique-là. On entend apparemment la même chose en Suède. Maintenant, nous aurons une vraie sécurité, parce que nous serons dans l'OTAN. Oui. Bref, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Thank you very much for taking the time. One thing with Finland. Yes, one thing. Une chose à propos de la Finlande. Pendant 1000 ans, la Finlande a été l'aisselle de l'Europe. Elle était le souffre-douleur de l'Empire suédois. La Finlande a rejoint la Russie. C'était un royaume autonome au sein de l'Empire russe. Pour la première fois, les Finlandais ont pu se gouverner eux-mêmes. On leur a donné accès à l'éducation. Un misérable village de pêcheurs a été transformé en Helsinki grâce à l'argent russe et aux ingénieurs russes. Des Finlandais ont gravi les échelons de l'aristocratie russe et des cercles intellectuels russes. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, au lieu d'être punis pour avoir été alliés à l'Allemagne, pour avoir dirigé des camps de concentration, des camps de la mort pour des civils non finlandais en Carélie, les Finlandais ont eu droit à une porte de sortie facile. Changer de camp et tout est pardonné. Je ne sais pas pourquoi Staline a fait ça. Aucune idée. Mais il l'a fait. Et ils ont signé un pacte de neutralité pour toujours. Un pacte de neutralité éternelle, qui évidemment n'était pas si éternel que ça. Donc la Finlande fait maintenant marche arrière. Vous avez raison, c'était une grande réussite. Une grande réussite sur le plan économique. Et toute son économie était avant tout liée à la Russie. La Finlande redevient maintenant l'aisselle de l'Europe. Personne n'a besoin d'eux. Personne ne veut d'eux, sauf pour la viande et la frontière. C'est tout ce que valent les Finlandais. Enfin bon, on ne peut pas réparer la stupidité. C'est ça le problème. Et le peuple finlandais est devenu stupide. Pas tous, évidemment. Je connais des Finlandais qui ne sont pas mentalement déficients. Ils comprennent ce qui se passe. Mais la grande majorité des Finlandais est mentalement déficiente. Ils ont besoin de plus de vitamine D et peut-être d'un peu de créatine en plus pour remettre leur cerveau en marche. Mais ils ont complètement détruit leur économie. Finnair était l'une des meilleures compagnies aériennes au monde. Aujourd'hui, elle supplie les gens d'acheter ces Boeing parce que personne n'en a besoin. C'était l'une des meilleures compagnies au monde parce qu'elle survolait la Russie et qu'elle assurait des correspondances vers la Russie et tout le reste grâce à la Russie. La première exportation de la Finlande, c'était les produits du bois. Du bois qu'elle achetait à la Russie. Maintenant, ils doivent abattre leurs propres forêts, qui sont bien plus limitées. Mais la Finlande n'est qu'un microcosme du reste de l'Europe non russe. Les 58 autres % de l'Europe, malheureusement, c'en est un microcosme. Donc jusqu'à ce que les paysans soient assez pauvres et assez affamés pour se révolter, cela continuera, ou jusqu'à ce qu'ils meurent sous les chars russes, selon ce que choisiront leurs dirigeants.